Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Kira Bakar-Adakolo, président de la fédération PRG à Mayotte, également soutien de Sylvia Pinel pour la présidentielle de 2017. On regardera tout à l'heure ce qu'il en est du programme de Madame Pinel, également de ce qui va se passer sur Mayotte pendant ces primaires. On en parle avec vous tout à l'heure, Kira Bakar-Adakolo. Avec également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler de cette importante opération qui a été menée ce matin du côté de Chirongui. Une opération, on le verra, pour interpeller certains individus connus pour avoir commis des faits récriminants. On en parle tout à l'heure, Pierre, avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 18 janvier. La nouvelle opération menée ce matin par la police aux frontières et les militaires fera date. En effet, le plus important dispositif jamais déployé à Mayotte a permis d'interpeller 13 individus et de saisir 10 kwassa dans le quartier de Nyambani à Chirongui. Si pour l'heure l'identité des présumés coupables reste inconnue, plusieurs malfaiteurs dont des coupeurs de route étaient clairement ciblés. Le point en ouverture de cette édition. Les agents de la CAPAM ont déposé un préavis de grève qui prendra effet lundi prochain. En effet, rien ne s'arrange pour l'institution. Les agents grévistes ne souhaitant pas s'exprimer sur le sujet avant vendredi, c'est avec des représentants de la pêche et de l'agriculture que nous avons souhaité faire le point sur la situation actuelle. Plus d'explications au cours de votre journal. Les sports de combat veulent se faire une place dans le paysage sportif mahorais. Et avec 180 licenciés enregistrés en 3 mois, ils sont en très bonne voie. À cette occasion, la maison mère, la Fédération française de kickboxing, muay thai et disciplines associées, est en visite sur le département afin de donner un coup de pouce à la toute jeune ligue de ces sports de combat. Reportage sur un grand projet sportif à Mayotte à la fin de cette édition. On le disait en titre, une nouvelle opération d'envergure a été menée ce matin dans la commune de Chirongui. Et dès 6 heures, en effet, à la demande du préfet et du procureur de la République, plus de 150 policiers et gendarmes ont été mobilisés quartier Nyambani. Il s'agissait ici de procéder à l'interpellation de plusieurs individus dangereux suite à des informations faisant état de leur présence dans des habitations de fortune situées dans cette zone. De nombreuses interpellations ont ainsi eu lieu et les autorités vont désormais tenter d'identifier les éventuels coupables. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est le plus important dispositif jamais déployé à Mayotte. 145 militaires, dont les gendarmes mobiles et le GIGN, ainsi que 15 agents de la police aux frontières assistés de moyens aériens et nautiques, ont été mobilisés ce matin. Le tout afin d'interpeller plusieurs individus qui se terraient dans ce quartier de Chirongui. Effectivement, le commandement de la gendarmerie de Mayotte a déclenché ce matin une opération de contrôle de zone sur réquisition de l'autorité judiciaire et l'autorité administrative dans la mesure où nous nous trouvons sur un secteur qui est susceptible de receler la présence d'un certain nombre de malfaiteurs recherchés, outre un nombre que nous ne connaissons pas pour le moment, de personnes en situation administrative régulière. Et c'est à ce titre que la gendarmerie a engagé ce matin et a déployé un dispositif armé par 145 gendarmes, renforcé par une dizaine de fonctionnaires de la police aux frontières, au titre de l'opération qui est en cours de développement actuellement. Au total, 13 individus ont été conduits à la gendarmerie, tandis que 10 kwassa ont été saisis. Quant à savoir si les personnes interpellées font partie des coupeurs de route, pour l'heure, les gendarmes ne peuvent en juger. J'attends que le résultat des recherches qui sont en cours nous permette de l'affirmer, mais eux, comme d'autres délinquants, sont effectivement susceptibles de se cacher dans ce type d'endroit. L'objectif est bien de démontrer qu'aucune zone dans le département ne peut servir de zone de repli et surtout constituerait une zone de non-droit. Nous continuerons à exercer l'autorité de l'État et à faire respecter la loi en tout point du département, même dans les zones qui peuvent paraître les plus difficiles d'accès. Cette nouvelle opération coup de poing n'est pas passée inaperçue dans la commune et les personnes qui ont répondu à nos questions ont semblé ravies de voir ce type de dispositif déployé dans ce quartier. Zana ita opération gendarmerie nyana toni za ravunandilatra
mana ze mahory tsisy raha manjary ilanay mogendreo andeha ry zanakanay mandeha niasa tsisy raha naboraha garindreo ataondreo mehemey garindreo vakivakindreo re tapatapaindreo angalarindreo kartasinay raha anay jiaby angalarindreo ze antanana Chirongy nga tsy tara manjary. Après Tanafou qui a beaucoup marqué les esprits, il conviendra désormais de parler également de Nyambani. Et cela ne pourrait être là qu'un début. Un début, Pierre, un début qui a justement ravi cette population du côté de Chirongy qui semblait contente de voir cet important dispositif de sécurité, gendarmes, policiers, pour justement traquer les malfaiteurs, les délinquants. Oui, c'est sûr que là, on sent en sécurité, hein, avec 150 militaires, le GIGN, et c'est surtout ça qu'il faut relever, je crois, le GIGN. C'est assez incroyable, c'est vrai qu'on est un peu interloqué lorsqu'on les voit parce qu'on a l'habitude de voir le GIGN hein, dans notamment les médias nationaux, mais souvent lorsqu'ils interviennent c'est vraiment dans des cas d'extrême urgence pour des attentats et ça en dit long au final peut-être aussi sur la situation à Mayotte, c'est qu'on voit aujourd'hui ils interviennent dans des zones qui sont devenues des zones effectivement de non-droit où effectivement il y a des individus qui sont armés, dangereux, qui ont sévi déjà sur le département, qui ont parfois sévi avec une violence extrême et qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait des forces spéciales comme ça qui interviennent pour rétablir l'ordre ou en tout cas ne serait-ce que pour les interpeller. Donc c'est vrai que ça en dit long, c'est une nouvelle opération coup de poing, on se souvient de Tanafou, 6 mois plus tard il y a cette nouvelle opération, il y en a eu d'autres mais celle-là c'était vraiment d'une envergure assez extraordinaire et forcément ça rassure beaucoup de personnes et c'est aussi l'objectif. La préfecture c'est une opération de communication, ils veulent également montrer que voilà, à Mayotte il n'y a pas de zone de non-droit, il y a des forces de l'ordre, elles sont présentes en nombre. Alors en nombre insuffisant, nous le savons tous, nous ne cessons de le rappeler. Maintenant, il y a un vrai dispositif qui est capable de se mettre en place lorsque besoin en est. Et en l'occurrence, effectivement, ça faisait suite à des réquisitions de la part du procureur et le préfet avait suivi. Donc voilà, c'est une opération qui a été rondement menée, qui s'est très bien passée. Il y a eu 13 interpellations, 10 Kwassa qui ont été saisis, qui étaient en bord de mer. Donc voilà, une opération réussie. Maintenant, effectivement, beaucoup diront ce type d'opération, elle devrait être reproduite tous les jours étant donné la situation à Mayotte. Et justement, on parle des coupeurs de route. Là, c'était du côté de Chirongy. Est-ce que ça va être, on peut s'attendre à ce genre d'opération du côté de Vaïbé, par exemple, où on sait qu'ils sévissent particulièrement? C'est aussi la grande question. Est-ce que les coupeurs de route vivent vraiment dans le secteur de Vaïbé, Passamenti, ou est-ce que peut-être qu'ils peuvent très bien vivre dans le sud? Ils l'ont expliqué aujourd'hui, les gendarmes, ils ont expliqué, ils se terraient dans cet endroit, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment cachés. En tout cas, c'est ce qu'ils soupçonnent. C'est ce que soupçonnaient selon les informations des forces de l'ordre. Il y avait plusieurs informations qui circulaient comme quoi, effectivement, il y avait des individus très dangereux qui se terraient dans ce quartier et qui étaient forcément protégés aussi par la population de ce quartier. Maintenant, effectivement, il y avait aussi la police aux frontières. C'est un quartier qui est réputé pour abriter des personnes en situation irrégulière. Donc, c'était un double objectif. Frapper fort en disant il n'y a pas de zone de non-droit et puis d'un autre côté aussi la police aux frontières qui intervenait pour dire voilà il y a des personnes en situation irrégulière, on vient et on interpelle. Donc c'est voilà une opération à la fois de communication, à la fois pour montrer à tout le monde qu'il y a des forces de l'ordre et qu'elles sont capables de mener des opérations extrêmement j'allais dire dangereuses ou en tout cas voilà qu'elles sont présentes le cas échéant. Et qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Peut-être que voilà, il y a une nouvelle politique qui a été mise en place depuis l'arrivée de ce préfet. Est-ce qu'on va parler d'un tournant en matière de sécurité à Mayotte ou c'est juste une opération isolée comme ça? Mais écoutez, lorsque le préfet est arrivé, on se souvient, il venait à peine de poser le pied à Mayotte, il faisait partie de cette opération. Aujourd'hui, c'était le procureur de la République qui était sur place. On se souvient qu'il était habillé en circonstance, Frédéric Vaux. Effectivement, il y a eu un changement, de toute façon, depuis son arrivée. Il y a eu un changement de politique, il y a eu un changement dans la manière de faire aussi. Maintenant, il y a toujours cette question, est-ce suffisant? Et lorsque l'on voit au quotidien comme ça évolue, on peut se poser des questions, effectivement, parce que des moyens, il en faut encore, et des opérations de ce type, il en faudra à l'avenir.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et cet après-midi, le maire de Mamoudzou, de son côté, lui, a présenté ses vœux en présence d'un important parterre d'élus et de personnalités du département. Préfet, président du conseil départemental, président de l'association des maires, tous ont répondu présent. Dans son discours, Mohamed Majani, appuyé par ses équipes, a rappelé les priorités actuelles entre lutte contre l'insécurité, lutte contre les occupations illégales ou encore soutien aux associations. Autant dire que la municipalité a du pain sur la planche. Le point dans ce sujet signé Mohamed Mariox, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les quelques gouttes de pluie n'auront pas empêché une foule venue nombreuse d'assister aux vœux du maire de Mamoudzou, Mohamed Majani. Élus municipaux, élus départementaux, préfets, commissaires de police, représentants du vice-rectorat, chefs d'entreprise, d'aucuns ne voulaient manquer ce traditionnel rendez-vous. Chacun a ainsi pu exprimer ses souhaits pour cette nouvelle année 2017. Effectivement, cette année, nous faisons le nécessaire pour que franchement la ville de Mamoudzou soit plus sécurisée, plus propre et en tout cas que les habitants, les administrés puissent se retrouver dans une ville assez accueillante et surtout que chacun puisse exercer avec aisance et fierté, mais aussi tranquillité, ses activités, puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Si bien sûr la sécurité et la propreté sont deux priorités dans la commune, les actions à mener dans chaque domaine sont aujourd'hui bien définies. En effet, après 2 ans et demi de mandat, le projet de la nouvelle équipe semble désormais bien en forme. 2017, c'est aussi le lancement de la vidéoprotection. Bien sûr, c'est la sécurité, puisque tant que la sécurité ne sera pas assurée dans cette commune et à Mayotte en général, on ne pourra rien faire. Mais vous savez aussi qu'au-delà de la sécurité, nous avons aussi les constructions illégales, les bangas qui polluent l'ensemble de notre commune et que ces bangas aussi, ces constructions illégales, ces gens qui s'installent sans autorisation, nous allons aussi entamer là-dessus les investissements nécessaires pour que assez rapidement nous puissions aussi venir à bout. C'est vrai, ce n'est pas un travail facile, ça demandera beaucoup de temps et en plus ce n'est pas seulement la mairie de Mamoudzou qui est concernée, mais nous avons des partenaires institutionnels qui sont indispensables, qui doivent nous accompagner. Je pense notamment bien sûr à l'État, mais je pense aussi au département qui a un rôle à jouer énorme puisque l'essentiel du foncier occupé par ces occupations sauvages appartient au département. Assis sur l'insalubrité et sur la sécurité, meilleure collaboration avec les différents acteurs, lutte contre les vendeurs à la sauvette, lutte contre les occupations illégales, éclairage public, rénovation urbaine, vidéosurveillance. Les projets et les défis sont nombreux, même s'il ne faut pas oublier le soutien aux différents acteurs qui peuvent aider la commune dans ses missions. Mettre l'accent aussi au niveau de la sécurité, soutenir les associations parce qu'on sait aujourd'hui par rapport à toutes les difficultés que Mayotte rencontre aujourd'hui, si on ne soutient pas l'action associative, on va droit à l'échec. Et c'est ce que le maire de Mamoudzou a choisi de mettre l'accent l'année dernière quand il est passé sur Mayotte Première. Il l'a dit et on va essayer d'aller dans ce sens-là pour pousser les choses dans ce domaine-là. Afin que tous ces projets puissent se concrétiser et porter leurs fruits, chacun doit néanmoins jouer le rôle qui est le sien. En effet, la municipalité n'a pas manqué de rappeler que tout citoyen a également sa part de responsabilité face aux défis que rencontre le chef-lieu. Et on reste dans le chapitre politique avec les primaires de la gauche, cette fois des primaires dont le premier tour aura lieu ce week-end. À cette occasion, les comités de soutien se mobilisent et ce matin, nous recevions sur notre plateau Sarah Moussoun qui représente Manuel Valls à Mayotte. L'ancienne conseillère générale est ainsi revenue sur le bilan de ce quinquennat en félicitant les mesures prises pour faire avancer le 101e département. Selon elle, l'ancien Premier ministre représente la continuité dont a besoin Mayotte pour amorcer une nouvelle phase de développement. Écoutons plutôt ses propos lors de la matinale de Kwesi. On ne peut pas dire qu'on soutient la candidature de Manuel Valls sans parler aussi du quinquennat, parce qu'il a fait partie du gouvernement de Hollande. Pour nous, c'est une logique.
Je disais, lorsque vos confrères m'ont interviewé la dernière fois en disant pourquoi je soutenais Manuel Valls, je dis pour moi c'était le candidat naturel. Nous nous attendions tous à la candidature du président Hollande, mais au dernier moment il a parlé aux Français en disant qu'il ne se représentait pas. Donc pour nous, naturellement, c'était le candidat qui se profilait pour nous, Manuel Valls. Donc, nous rattrapons des retards énormes. Et malgré tout ce qui s'est fait pendant ce quinquennat, c'est normal, la population ne le sent pas, parce qu'il y a eu trop de retard, et donc il n'y a pas eu de rattrapage. Et ce quinquennat a essayé de rattraper pour pouvoir remettre à niveau. Et on parle toujours politique avec notre invité Kira Bakar Dakolo, qui est président de la fédération PRG, ici à mettre le Parti radical de gauche, et également soutien pour Sylvia Pinel pour la présidentielle de 2017. Vous venez d'entendre Sarah Moussoun qui soutient Manuel Valls. Qu'avez-vous à dire sur ces propos? Votre réaction? Alors, bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs. Je dirais effectivement que le gouvernement actuel a beaucoup fait pour Mayotte, notamment dans le domaine du social. Par contre, je me rappelle que le 26 avril 2016, le Premier ministre a reçu les élus mahorais, parlementaires et élus locaux, pour faire le point sur les 10 points fondamentaux à Mayotte. Force est de constater que ces 10 points qui doivent faire l'objet d'un financement n'ont pas été inscrits sur la loi de finances 2017, la LOF 2017. Donc tout ce que je peux dire, c'est que Manuel Valls, c'est vrai, a promis, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Justement, elle a parlé de continuité. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous positionnant sur Sylvia Pinel, vous pensez que Mayotte pourra justement s'en sortir? Alors, Sylvia Pinel s'est engagée beaucoup pour les Outre-mer et en particulier pour Mayotte. Elle s'est engagée sur 2 points. Le premier point sur lequel elle s'est engagée, c'est sur la sécurité. Elle veut renforcer les moyens de lutte contre l'insécurité, c'est-à-dire augmenter les effectifs et augmenter les moyens de contrôle des frontières parce qu'on sait tous que l'insécurité que sévit actuellement Mayotte est liée directement à l'immigration clandestine. Le deuxième point sur lequel Sylvia Pinel s'est engagée dans le cadre de son projet présidentiel, c'est l'économie. Elle propose aux Outre-mer et à Mayotte en particulier un développement économique autocentré qui se base sur les ressources locales pour relancer une économie en permettant de lutter contre le chômage et contre la vie chère. Alors justement, est-ce que vous pensez que ce genre de programme, Sylvia Pinel, va être soutenu, puisqu'on n'en a pas forcément entendu parler de cette candidate à Mayotte, et en termes de soutien, votre comité n'est pas très actif, il faut le dire. C'est peut-être vous qui êtes mal renseigné. Nous sommes à pied d'œuvre depuis quelques semaines. Nous discutons avec les Mahorais, nous organisons des réunions, nous faisons connaître notre projet. Nous parlons des primaires. Il faut savoir qu'il y a 7 candidats. 7 candidats, parmi lesquels 4 candidats socialistes. Forcément, vous les médias, vous en parlez beaucoup plus parce que ce sont des primaires organisées essentiellement par le Parti socialiste. Et donc, du coup, vous avez parlé de cette insécurité aujourd'hui à Mayotte. Et autre point, on parle également de l'immigration. Est-ce que ce sera des choses qui vont être traitées par la candidate que vous soutenez? Tout à fait. Il faut savoir que le PRG national a un programme d'un parti politique dans lequel nous avons apporté notre contribution. Et en matière de lutte contre l'immigration clandestine, nous avons proposé, c'est-à-dire que la Fédération PRG de Mayotte a soumis au Parti national un point essentiel sur la maîtrise de la démographie qui consiste à fixer les populations chez elles, c'est-à-dire les Malgaches, les Comoriens, au travers de la coopération transfrontalière. Cela veut dire que Mayotte aujourd'hui, région ultra-périphérique, doit user de cet outil de coopération européenne territoriale pour relancer l'économie aux Comores, l'économie à Madagascar. Je rappelle qu'il y a quelques jours, le président du conseil départemental a réactivé la coopération régionale avec la région de Bouéni. Donc, il s'agit pour nous de proposer une coopération gagnant-gagnant qui puisse construire des écoles aux Comores, qui puisse construire des hôpitaux et des infrastructures publiques afin que la main-d'œuvre locale soit utilisée de manière à empêcher
ces populations de venir ici et de se fixer chez elles. Alors, les primaires auront lieu ce dimanche 22, puis après le second tour le 29. Si jamais Sylvia Pinel ne ressortait pas vainqueur de cette élection, est-ce qu'il y a un candidat auquel vous allez vous rallier? Alors, vous avez bien dit si. Et là, nous sommes dans le conditionnel. Sûr, il faut attendre d'abord la journée du dimanche 22. Au soir du premier tour, on verra quels seront les candidats qui seront, je vous rappelle qu'en 2011, nous avions participé à ces primaires de la gauche, même si elles n'étaient pas organisées ici à Mayotte, mais au soir du premier tour, nous avions rallié le candidat qui était sorti vainqueur, et ce qui nous avait permis de passer l'alliance gouvernementale au gouvernement lequel nous participons jusqu'à maintenant. Donc rendez-vous le 22, le 29 pour savoir si vous soutenez un autre candidat ou si vous restez sur Sylvia Pinel, si notamment elle remporte cette primaire. Tout à fait, mais nous avons la confiance que nous allons passer au deuxième tour. Merci beaucoup Kira Bakara-Dakolo. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération PRG, également en soutien de Sylvia Pinel ici à Mayotte pour la présidentielle. C'est nous qui vous remercions. Et on continue avec cette nouvelle grève en perspective du côté de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. En effet, les agents ont déposé directement auprès du préfet un préavis de grève qui prendra effet lundi prochain. Les choses sont donc loin de s'arranger pour la CAPAM. Bien au contraire, les agents grévistes ne souhaitant pas s'exprimer sur le sujet avant vendredi, c'est avec Sharif Abdallah et Alian Modi que nous avons fait le point sur la situation actuellement vécue au sein de l'institution. Le reportage d'Adèle Laurent. Ce n'est pas un secret, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte traverse une période critique financièrement parlant. L'une des causes principales est l'arrêt du versement des subventions de la DAF et du conseil départemental à la CAPAM. Ils ont passé le relais à l'Europe. En effet, en 2015, le programme de développement rural de Mayotte a été approuvé par la Commission européenne. Pour aider le développement de l'agriculture et du milieu rural, 60 millions d'euros ont été débloqués pour la période 2014-2020. Mais à l'heure actuelle, et alors que plus de la moitié du chemin a été parcouru, les agriculteurs n'ont toujours pas reçu ces fonds censés les aider. La CAPAM se voit donc dans l'impossibilité de remplir ses missions. Les salaires ne sont plus versés à la fin du mois comme avant. Et il vit au rythme inconsidérable le fait que même les photocopieuses, on compte les feuilles, il n'y a plus de propriété aux toilettes, il n'y a plus de propriété dans le bureau de travail parce qu'il n'y a plus de moyens. Il y a ce changement de direction, mais pour que ça aille bien, il faut que aussi l'État prenne en charge. Parce que voilà ce que je propose. Si on ne subventionne pas l'Institut, alors qu'il est habitué, il faut le dissoudre. Que ce soit clair. Ou ça ne marche pas. Mais on ne peut pas être dans l'intermédiaire. Un manque d'anticipation du changement des financeurs. L'outil des agriculteurs qu'est la CAPAM voit donc son avenir compromis. Et si la question financière se pose, celle du statut également. Le fait qu'on nous dit qu'on est sur tutelle renforcée, contrôle renforcé, on ne sait pas quel statut maintenant la CAPAM. On doit avoir de la rigueur, de bonne gestion et aussi que l'État soit clair. Et pour Ali Ambodi, le président du MODEF Mayotte qui défend les intérêts des petits exploitants familiaux, le développement de Mayotte passe par l'agriculture. Un accompagnement est donc nécessaire afin de relancer cet outil économique. La première branche d'un territoire, c'est l'agriculture. Donc si l'agriculture est délaissée, vous comprenez. Et notre organisation syndicale s'est dit qu'on ne va pas s'arrêter, on va toujours continuer à faire en sorte que les choses bougent. Parce que si certaines organisations, on leur dit de se taire, nous, on ne va pas se taire, on va faire en sorte que les choses bougent. On n'accepteront pas parce que si nous restons le bras croisé, c'est l'agriculture mahoraise qui va disparaître et c'est l'objectif de certains.
Les salariés de la CAPAM ont rencontré le préfet aujourd'hui. Beaucoup espèrent que ce dernier entendra leur cri d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Et autres sujets maintenant qui font le reste de l'actualité de ce mercredi 18 janvier. Erika Barretz qui s'exprime sur le projet de loi égalité réelle outre-mer ou encore le schéma de l'enfance et de la famille 2017-2021. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. Hier, le projet de loi égalité réelle outre-mer était examiné en séance publique au Sénat. À cette occasion, Erika Barretz, la ministre des Outre-mer, s'est fendue d'un discours où Mayotte a pris toute sa place. Elle a ainsi fustigé la droite et le mandat de Nicolas Sarkozy, qui selon elle est à l'origine d'une départementalisation très mal préparée. Elle a également ajouté en termes de social, je cite, « Un effort accru a été entrepris concernant Mayotte, département le plus pauvre de France qui a grandement besoin de bénéficier pleinement de la solidarité nationale. Le rythme de convergence des allocations familiales sera significativement accéléré et de nouvelles prestations sociales comme le complément familial seront déployées. Ce n'est là que justice pour nos compatriotes. Dispositif cadre d'avenir, renforcement de la lutte contre la vie chère, accélération du rattrapage des prestations sociales, la loi prévoit de réelles avancées pour le 101e département et il reste maintenant à espérer que son entrée en vigueur se fera très prochainement. Et sur la question du social, lors de sa venue le 29 septembre 2016, Erika Barretz a offert un chèque de près de 42 millions d'euros à l'aide sociale à l'enfance. Depuis, un schéma de l'enfance et de la famille 2007-2021 a été élaboré et se trouve actuellement dans sa phase finale. Il a ainsi été présenté ce jour au dernier comité de pilotage, dernière étape avant validation définitive par l'Assemblée départementale, courant février 2017. Ce schéma élaboré par les services du conseil départemental sous l'égide du 4e vice-président en charge de l'action sociale Issa Abdou Issa, avec l'ensemble des partenaires de la protection de l'enfant sur le territoire, doit servir de base à une prochaine convention signée entre le président du conseil départemental et le préfet de Mayotte. Après cette étape, le versement des 41,8 millions d'euros au titre de la période 2009-2015 et de 9,6 millions d'euros par an à compter de l'année 2016 sera effectif. Restera alors à mener des actions concrètes en faveur de ces milliers d'enfants, laissés à l'abandon depuis tant d'années. Passer son code dans un bureau de poste, c'est désormais possible à Mayotte, et cela devrait même se développer dans les prochains mois. En effet, depuis le 26 décembre dernier, les épreuves peuvent se dérouler au sein du centre de la Poste situé à Kaweni. Pour ce faire, il faut être inscrit dans une auto-école et surfer sur le site www.lecode.laposte.fr. Reste à s'attribuer un numéro, payer les 30 € réclamés, choisir son lieu d'examen, la date ainsi que l'heure. La nouvelle est excellente lorsque l'on sait à quel point il est difficile d'obtenir une date rapide, que ce soit pour le code ou pour le permis. La Poste indique à ce titre, je cite, « D'autres sites que le centre de Kaweni répartis sur tout le département seront ouverts très prochainement. La liste sera communiquée au fur et à mesure afin que la Poste permette à des milliers de candidats de passer leur code de la route. » Et on termine avec du sport de combat plus précisément. Sur les 17 disciplines de sport de combat répertoriées, 5 sont pratiquées à Mayotte. Des disciplines populaires dans la région et en voie de développement donc sur le territoire, avec la naissance notamment il y a peu de la Ligue de kickboxing Muay Thai et disciplines associées. À ce titre, une délégation de la Fédération française de la discipline en question est en déplacement sur l'île aux Lagons à des fins de promotion. Les précisions avec Sony Chamsuddin et Adèle Laurent. Populaire dans la région, le sport de combat est en voie de développement à Mayotte. À la recherche de formateurs et des infrastructures, la toute jeune ligue de kickboxing Muay Thai et disciplines associées recherche des soutiens. À cette occasion, une délégation de la Fédération française de ces disciplines est présente sur le territoire afin de réaliser un état des lieux. Depuis l'année dernière, on a commencé le travail avec le DTN chargé de la formation, Anthony Vieira. Tout d'abord, on a commencé par la formation BMF1, BMF2 pour structurer la ligue et avoir des entraîneurs qualifiés pour pouvoir encadrer toute la jeunesse. Et là, on continue avec le BMF1 et BMF3 pour encore améliorer la ligue. 3 mois d'existence et déjà des projets ambitieux. Mayotte compte actuellement 16 clubs de sport de combat pour 180 licenciés enregistrés. Une salle de boxe devrait voir le jour à la rentrée prochaine à Tsingoni et la Fédération française prendra bien sa part dans ce projet. La Fédération apporte un soutien matériel tous les 4 ans de gants et de protège-tibia via son équipementier, mais surtout on va pouvoir apporter
tout notre savoir-faire et notre image par rapport au pouvoir public. Une fédération désormais consciente du potentiel dans le territoire. Là, avec le peu que j'ai vu, on peut faire énormément de choses. J'étais agréablement surpris par l'investissement des personnes que j'ai pu rencontrer et je suis fier et vraiment fier d'appartenir à ce projet. Autre bonne nouvelle, Mayotte aura son équipe de Muay Thai dans le cadre des prochains Jeux des îles en 2019. Mayotte a des talents et elle veut le faire savoir. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h la présence d'Éric Bougnet sur le plateau pour un point sur l'affaire Narayana. Et enfin, à 7h30, un candidat libre viendra parler de sa candidature avec l'équipe de la matinale. Bonne soirée à vous, bonne suite de programme et à demain sur KTV.